Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 23 septembre 2020 et les indices américains ont terminé la session d'hier en territoire positif, hein. Ils ont été notamment portés par les géants du numérique, portés par les GAFAM, hein, qui ont permis donc à Wall Street de se hisser dans le vert avec le Dow Jones en hausse de 0,52%, le S&P 500 qui gagne 1,05% et le Nasdaq à forte connotation technologique qui termine la séance en hausse de 1,71%. Alors le sentiment a été quelque peu mitigé aujourd'hui sur les indices, sur les marchés asiatiques. Le Nikkei qui a clôturé à 0,37%, le Kospi coréen a gagné 0,34% et le Hang Seng a perdu 0,13%. En Australie, le S&P ASX 200 a grimpé de 2,25%. Alors, et en Europe, hein, tentative de rebond, l'Europe qui profite actuellement de ce regain d'appétit pour le risque, on peut constater le DAX ici en données H4 qui se dirige tout droit vers sa Kijun actuellement à 12 745. La Kijun est à 12 873 environ. C'est un palier. Nous avons également le CAC 40 en territoire positif à 4 834. Lui a déjà franchi sa Kijun et donc pourrait progresser en direction du seuil psychologique des 4900 points. Donc voilà pour les indices européens, des indices européens qui progressent d'ailleurs, car on vient de prendre connaissance des PMI qui ont été pardon, quelque peu mitigés, avec des PMI manufacturés au-dessus des attentes, contrairement aux PMI des services. Alors on va en parler un peu plus tard. Tout d'abord, on s'intéresse à l'actualité économique et financière. On va commencer par les États-Unis avec Nancy Pelosi, qui est, je vous le rappelle, la présidente démocrate de la Chambre des représentants. Alors cette dernière est parvenue à un accord avec la Maison Blanche, mais également les Républicains, afin d'éviter un shutdown d'ici le 11 décembre. Donc un accord budgétaire qui a été conclu. Et la Chambre des représentants a également adopté un projet de loi visant à interdire la plupart des exportations en provenance de Chine, en provenance très particulièrement de Xinjiang, et cela pour stopper les exportations de produits qui sont issus du travail forcé. Alors on reste aux États-Unis avec Jérôme Powell qui a affirmé lors de son témoignage devant le Congrès son engagement, l'engagement de la Réserve fédérale américaine à soutenir l'économie, mais en précisant pardon, qu'un soutien fiscal complémentaire serait nécessaire. Alors on repart en Chine à présent avec les médias d'État chinois qui ont qualifié les actions américaines concernant TikTok de quasi identiques à celles d'un gangster. Et le Battery Day qui a débuté pour Tesla. Je vous rappelle d'ailleurs qu'hier, hein, Elon Musk avait quelque peu minimisé cet événement, un événement qui sert normalement à annoncer des grandes avancées technologiques. Et Elon Musk l'avait minimisé hier par le biais d'un tweet. Et donc il a déclaré lors du Tesla Battery Day, que la société viserait à produire un véhicule de 25 000 dollars. Et en ce qui concerne la technologie des batteries, Tesla prévoit de fabriquer ses propres batteries sans languette qui seraient censées d'améliorer l'autonomie et la puissance des véhicules. Concernant les banques centrales, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a maintenu son taux d'intérêt inchangé à 0,25%, parvenant ainsi à atteindre le consensus hein, concernant la politique monétaire. Donc le NZD a atteint un nouveau sommet lors de la session après l'annonce de la politique monétaire de la RBNZ. Et donc on revient très rapidement en Asie, comme on commence à s'intéresser au Nikkei, à noter que nous avons pris connaissance du PMI. C'est une session hein, d'ailleurs qui sera dédiée aujourd'hui au PMI, mais également au stock de pétrole. On va parler du calendrier économique, mais on a d'ores et déjà pris connaissance hein, du PMI au Japon, avec un PMI manufacturier sorti supérieur aux attentes à 47,3 quand le consensus tablait pour 47,2, et le PMI des services est ressorti à 45,6 quand le consensus tablait pour 45. Voilà, donc nous allons passer au calendrier économique. Avant cela, à noter hein, et ce n'est pas noté dans le calendrier économique du jour, que le Premier ministre canadien Trudeau devrait s'exprimer concernant le coronavirus aujourd'hui.
Donc une intervention également qui sera attendue, mais il faut savoir que tous les yeux seront tournés vers les données PMI. On a déjà parlé des données PMI en provenance du Japon, sorties supérieures aux attentes. Nous avons pris connaissance également des PMI en provenance de France et d'Allemagne. Donc je vais ajouter les impacts faibles pour prendre connaissance également des chiffres en provenance de France. Et PMI manufacturier en provenance de France ressorti supérieur aux attentes à 50,9 lorsque le consensus tablait pour 50,5, mais le doute provient du secteur des services. Alors on s'attendait à 51,5, la valeur publiée est de 47,5, en dessous de 50. Je vous rappelle que 50, lorsque nous sommes en dessous, donc c'est en contraction, au-dessus c'est en expansion. Donc un secteur des services qui est en contraction malheureusement en France. Qu'en est-il de l'Allemagne concernant les services, concernant le secteur manufacturier, largement supérieur aux attentes avec 56,6 lorsque le consensus tablait pour 52,5, mais les services, eux, sont également en dessous du seuil de neutralité, en dessous des 50, largement en dessous des prévisions, donc 49,1 lorsque le consensus tablait pour 52,9. Donc des données mitigées, mais visiblement le secteur manufacturier est en pleine forme et c'est ce qui porte l'Europe en ce début de séance. Et on prendra connaissance dans 5 minutes du PMI car lors de cet enregistrement, hein, il est actuellement 9h55, à 10h on prendra connaissance des mêmes données en provenance de la zone euro. Alors pour le secteur manufacturier, le consensus table pour 51,9, donc dans 5 minutes nous verrons quelle sera la valeur publiée. Et pour le secteur des services, les prévisions tablent pour 50,5, donc à voir si la zone euro va suivre la tendance de la France et de l'Allemagne, normalement oui. Et d'autres données, on prendra connaissance hein, de PMI dans l'après-midi. Cette fois-ci, on prendra connaissance donc des données en provenance des États-Unis à partir de 15h45, mais également au Royaume-Uni. Alors, je ne retrouve pas la donnée du Royaume-Uni. Il me semble que celle-ci devrait être publiée à 10h30. C'est peut-être une erreur de ma part. Je n'ai peut-être pas coché ici, car je vous le rappelle, il faut cocher les pays qui vous intéressent afin d'alléger quelque peu le calendrier économique. Et voilà le Royaume-Uni, effectivement. Donc, 10h30, les données en provenance du Royaume-Uni, donc juste après la zone euro. Et ensuite, à 15h45, on passera aux données PMI en provenance des États-Unis et à 16h30, on prendra connaissance du rapport hebdomadaire sur les stocks de pétrole brut. Mais à 16h, Jérôme Powell devrait à nouveau témoigner. On prendra connaissance hein, de plusieurs discours hein, de membres de la Réserve fédérale américaine, à Mester notamment à 15h, et donc Powell, nous l'avons dit, à 16h, à 17h, Evans et Carles à 20h. Et ceci étant dit, nous allons passer au compartiment actions. Nous allons donc débuter par les indices, hein, les indices qui devraient accueillir les données PMI en provenance de la zone euro. Alors devant vous, le DAX en données journalières, le DAX qui allait tester le bas de son nuage et qui progresse actuellement en territoire positif pour tenter de tester le haut de son nuage. Le haut de son nuage et donc la SSA qui sont à 12 795, donc au port des 12 800 points. Alors qu'en est-il du DAX en données intraday ? Donc le DAX ici progresse à l'intérieur de son nuage dans un regain d'appétit pour le risque. Mais on va s'intéresser à un autre graphique, à celui-ci. Donc ce graphique-là, c'était le DAX en données intraday, hein, également en données H1, avec Ichimoku. Et ici, on semble, en cas de poursuite de la hausse, on semble déceler deux niveaux. Nous sommes à l'intérieur du nuage, donc ce qui va nous intéresser, c'est une des bornes, en l'occurrence la supérieure, les 12 863. Mais on note également les 12 926 ici. Hein. Je vous le rappelle, lorsqu'une projection de Soda est dépassée, surpassée, on a tendance à y revenir très rapidement. Donc, c'est une éventualité qu'on garde à l'esprit, un objectif ici qui nous est donné en tout cas en données H1, une zone à aller chercher ici pour le DAX qui est compris entre la zone supérieure du nuage 12 863 et les 12 926. Qu'en est-il de ce graphique en données H4 ? Un graphique sur lequel donc nous avons complètement retiré l'Ichimoku en données H4, mais nous avons ajouté ici Ichimoku en données journalières. On le voit ici sur cette petite ligne en bas, c'est un Ichimoku D1 qui a donc été placé, on le voit en haut, sur un DAX H4.
On peut modifier les paramètres d'Ishimoku ici en cliquant sur ce premier bouton, ce qui nous ouvre la fenêtre de paramètres et j'ai choisi l'intervalle D1 ici sur un graphique H4. Donc je le répète assez souvent pour vous habituer à cette manipulation qui permet d'aller beaucoup plus vite et donc d'avoir une vision journalière et une vision intraday sur un seul et même graphique. Ici, ce que l'on peut attendre, visiblement, c'est le test de la borne supérieure de notre nuage journalier dans ce regain d'optimisme, donc les 12 771, voire pourquoi pas un test de la borne inférieure de notre biseau ascendant. Car je vous le rappelle, le DAX évoluait dans un biseau ascendant, il en est sorti pour aller ici tester le bas de son nuage et il évolue actuellement en territoire positif, peut-être en vue d'effectuer un pullback sur la borne inférieure de ce biseau ascendant, des choses que l'on a l'habitude de voir en analyse technique. Donc à voir jusqu'où va aller cette hausse, plusieurs possibilités, le haut du nuage journalier, l'oblique haussière sur le bas du biseau ascendant, voire même la Tenkan journalière. On retrouve ici justement les 12 900 points. Les 12 900 points que l'on a mis en évidence qui se retrouve très exactement dans cette zone. Donc cette zone entre 12 860 et 12 926 correspond plus ou moins à cette zone qui est au-dessus de l'oblique haussière et qui va jusqu'à notre Tenkan. Donc c'est pour avoir des visions sur plusieurs unités de temps. Donc pour le moment, c'est la hausse qui est à privilégier à court terme, mais attention, lorsque l'on s'attaquera à cette zone de résistance, on pourrait donc se replier par la suite, ce qui viendrait confirmer cette formation en biseau ascendant. Donc voilà pour toutes les possibilités sur le DAX, voilà pour la vision technique, mais également la vision Ishimoku en données journalières et en données intraday. Qu'en est-il du CAC 40? Le CAC 40 également est en train de progresser en territoire positif. Il vient de s'affranchir des 4832 et devrait aller chercher les 4887. Ce sont les précédents creux que l'on vient chercher à présent sur le CAC 40. Nous allons y ajouter Ishimoku pour un peu plus de précision et on est en train de se rapprocher de la Tenkan qui pourrait être un obstacle intermédiaire en vue d'aller rallier les 4887. Donc ici, le tout est d'essayer de déterminer jusqu'à où va se maintenir ce momentum haussier, ou voir est-ce qu'il va pouvoir permettre de se hisser au-dessus de seuil psychologique, comme les 5000 points ici pour le CAC 40. Ce serait le seul franchissement de seuil qui permettrait donc d'envisager des perspectives haussières. Je vous rappelle que les 5000 points peuvent être correspondent, si je puis dire, si on devrait faire un parallèle entre CAC 40 et DAX, correspondent donc au seuil psychologique des 13 000 points sur le DAX, et donc notre Kijun en H4. Donc voilà où nous en sommes concernant le CAC 40, on passe à présent aux indices américains. Alors les indices américains, notamment le Nasdaq ici, qui allait réaliser un objectif en sortant de son nuage, c'était la projection V ici que nous sommes allés chercher. Le tout sera de s'en affranchir à présent pour tenter d'aller chercher les 11 315 points. Alors, je vais repasser très rapidement sur un autre graphique également que nous avons étudié dernièrement, car il est important de noter que effectivement nous avons atteint cet objectif V, mais il est à noter que nous faisons face à une résistance de taille, cette moyenne mobile à 200 périodes. Alors j'essaie de vous présenter plusieurs visions techniques pour ne pas me concentrer uniquement sur Ishimoku. Il y a de très belles choses qui sont disponibles sur la plateforme. Donc on essaie d'avoir plusieurs visions techniques afin de confirmer ou d'invalider notre vision Ishimoku. Et ici, on constate effectivement qu'on fait face à une résistance. On est actuellement entre notre moyenne mobile à 50 périodes et la moyenne mobile à 200. Cette moyenne mobile à 200 est un obstacle de taille, donc il faudra s'en affranchir en vue d'envisager une poursuite de la hausse, qui est tout à fait envisageable sur les valeurs technologique. Et donc on revient sur le graphique Ichimoku et on se rappelle donc à présent de cette moyenne mobile qui exerce un peu de pression. Et donc si on ne parvient pas à s'en affranchir, on devrait aller chercher notre Kijun dans un repli avant l'ouverture de Wall Street, éventuellement les 11 060, voire les 11 044. Donc
un niveau assez important qui nous permettra au nom d'aller chercher à nouveau les 11 197, pourquoi pas les 11 225. Les valeurs technologiques bénéficient d'un momentum haussier très fort, donc il vaut mieux privilégier les perspectives haussières, mais prudence quand on fait face à une résistance comme à présent, cette moyenne mobile simple à 200 périodes. Qu'en est-il du Dow Jones? Alors le Dow Jones, lui, vient de nous donner un très bon point d'entrée ici, car le point d'entrée, c'est notre nuage, tout simplement. Un point d'entrée que nous n'avions pas eu un peu plus tôt à l'ouverture européenne. On va le constater ici sur ce graphique qui a été envoyé un peu plus tôt dans la matinée. Nous n'avons toujours pas testé le bas de notre nuage. Le bas de nuage a été testé. Ça représente un bon point d'entrée pour aller chercher la projection V à 3320 points. On revient très rapidement sur le Dow Jones. Donc ce test a été fait. On n'est pas allé jusqu'à l'oblique baissière, mais donc cette hausse pourrait se poursuivre jusqu'à donc cet objectif que nous avons déterminé, mais alors voilà, donc je me suis c'est le S&P 500, pardon. Donc c'est le S&P 500, autant pour moi, le S&P 500 n'a pas testé le bas de son nuage. Donc il part directement en direction des 3320. Donc je me suis complètement trompé. Et bien entendu, la configuration est similaire. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est de voir E2 ici. Je sais que j'ai des niveaux E1, E2, E3 sur le Dow Jones, mais pas sur le S&P 500. Donc pardon, c'est le S&P 500. Alors il n'est pas allé jusqu'à son palier, donc j'ai vendu la peau de l'ours avant d'avoir tué, donc visiblement il reste légèrement au-dessus du seuil psychologique à 3300 points et l'objectif est à 3320. Alors est-ce qu'on va assister à un repli après cela? En tout cas prudence à cette oblique baissière, une oblique baissière qui relie les différents sommets ici depuis le 3 septembre. Seul un franchissement de celle-ci permettrait éventuellement d'aller chercher les 3400 points. Ce serait l'objectif si on arrive aujourd'hui en cours de séance à franchir cette oblique baissière. Donc à présent, et seulement à présent, on peut s'intéresser au Dow Jones après un faux départ sur le S&P 500. Donc je reviens sur le Dow Jones avec, vous l'aurez compris, une configuration Ishimoku qui est similaire, mais l'objectif est à 27 500 points. Alors, on est déjà allé chercher notre nuage. Est-ce qu'on va aller chercher cet objectif très rapidement avant un nouveau test du nuage? Car effectivement, il vaudrait mieux attendre ce type de test en vue d'entrée sur le marché. Notre Tenkan également à 27 240 offrirait un bon point d'entrée. Alors, si on franchit E2, donc les 27 500 points, la prochaine cible à aller chercher serait donc ce niveau-là, ce niveau qui représenterait notre dernier rempart avant les 28 046. On passe à présent au Nikkei. Alors le Nikkei, avec donc les opérateurs japonais qui sont de retour après 2 jours 2 jours de vacances, si je puis dire. Donc une ouverture en gap baissier, un gap qui a très rapidement été comblé. Les PMI ont permis donc au Nikkei d'évoluer en territoire positif, mais suite à l'intégration donc dans le nuage H1, il y a un refus ici, un refus si je puis dire de franchissement des 23 200 points. Donc 23 200 points, c'est le niveau à aller chercher en vue de poursuivre en territoire positif et pourquoi pas d'aller chercher cette oblique haussière. Cette oblique haussière sera notre boussole, sera notre point de signal. En cas de franchissement de celle-ci, on pourrait donc envisager un Nikkei qui va aller chercher les 23 400 points. Mais avant ça, bien entendu, il faudra s'affranchir des 23 350. Donc voilà pour les prochains niveaux à aller chercher sur le Nikkei. Ces niveaux-là auront une chance d'être atteints en cas de franchissement de l'oblique baissière. Cette oblique baissière sera donc notre point de signal d'achat. Mais avant cela, la première chose à faire, c'est de s'affranchir de ce seuil psychologique et donc de sortir du nuage, le seuil psychologique des 23 200 points. Et dans ce cas-là, si on ne vient pas marquer un nouveau creux sur le Nikkei, Osoda pourrait même nous fournir un objectif assez précis. Donc un repli ici qui est matérialisé par cette bougie, donc un objectif à 23 250.
55. Si on ne part pas chercher un point plus bas que notre point C. En tout cas, voilà l'objectif de court terme pour le Nikkei. Et à partir de maintenant, nous allons donc porter attention à cet indice japonais et nous avons nos différents éléments graphiques qui nous permettront de déployer telle ou telle stratégie. Nous allons passer à présent sur le compartiment des matières premières avec le gold en repli en ce début de séance. Le gold qui est allé chercher son nuage. Bon, tout d'abord, je vais débuter en journalier. En journalier, on est sur le point de sortir du nuage, mais prudence. Car la Ginspan est en train de tester le bas du triangle symétrique et pourrait refuser pour repartir à la hausse ici. Peut-être un très bon point d'entrée. Donc ça, c'est notre nuage journalier. On passe en intraday, mais on va garder ce nuage journalier pour le placer en intraday. Donc voilà le nuage journalier sur un graphique H4. Donc voilà à quoi ressemblent les cours du gold en intraday avec cette projection journalière. Visiblement, cette zone de 1872 représente un bon point d'entrée jusqu'au 1878 à peu près. Ce qui est donc un bon point d'achat si jamais on n'arrive pas à sortir de notre nuage journalier. Cela nous permettrait d'aller chercher à nouveau les 1909. En revanche, si on arrive à en sortir, ce serait pour aller chercher les 1847. Et donc c'est c'est très exactement ce niveau-là ici, le niveau qui avait été atteint à la fin du mois de juillet. Et si on parvient donc à l'atteindre, c'est un niveau également un bon point d'entrée selon moi pour repartir à la hausse sur le gold. En tout cas, prudence, en cas de clôture en données H4 en dessous de 1872, il faut s'attendre à un approfondissement du repli en direction des 1847. Si on ne parvient pas à s'affranchir des 1872, dans ce cas-là, ce serait un bon point d'entrée en vue d'aller chercher les 1909. Donc, il y a des choses à faire dans un nuage journalier si on intervient en H4, car je vous le rappelle, la théorie veut que lorsque les cours sont dans le nuage, il ne faut pas trader car les cours sont à l'équilibre. Mais les cours sont à l'équilibre en données journalières. Pour le moment, un déséquilibre baissier semble se profiler, mais en données intraday, on peut justement profiter des déséquilibres que l'on peut constater. Donc, l'heure pourrait répondre très prochainement à cette question. Allons-nous passer sous les 1872 ou non? Ou le gold va-t-il se retirer pour se replacer à l'intérieur du nuage? En tout cas, le silver a fait preuve de grande faiblesse. Je vous rappelle que le silver perd beaucoup plus de terrain que le gold. Et le silver a un objectif à 22,222. Cet objectif, s'il est atteint par le silver, très certainement permettra au gold d'aller chercher les 1847. Alors qu'en est-il du pétrole WTI? Le pétrole WTI en données journalières qui se maintient dans son nuage et qui est soutenu actuellement par sa Tenkan avec un objectif tout de même à 29,50 en cas de sortie du nuage par le bas. Donc effectivement, nous sommes à la croisée des chemins pour le pétrole. Soit il sort par le bas du nuage, soit il en sort par le haut et il franchit cette oblique baissière qui relie les différents sommets depuis très longtemps, depuis le 7 janvier 2020. C'était bien avant le coronavirus en Europe. C'était le moment où le coronavirus se propageait donc en Chine et lorsque nous étions à une semaine de signer la phase 1 du deal commercial entre la Chine et les États-Unis. Donc à présent, voilà où nous en sommes d'un point de vue journalier sur le pétrole WTI. Qu'en est-il de la vision intraday? Une vision assez intéressante avec encore une fois ce même raisonnement. Un nuage journalier qui est projeté sur mon graphique H1, mais cette fois-ci j'ai gardé la Tenkan et la Kijun. Pourquoi? Car elles sont très importantes. Elles délimitent le range actuel sur le pétrole WTI. On le voit en journalier ici. Le pétrole WTI est entre sa Tenkan qui vient en renfort, en support, et sa Kijun qui est en résistance et en palier. Et une figure technique qui semble se dessiner, une éventuelle épaule-tête-épaule. Donc ici, il semblerait que le pétrole WTI va nous donner un excellent point de vente à 39,90. Ça correspond au nuage, ça correspond au palier de Kijun journalier. Prudence tout de même, à 16h30, on prendra connaissance des stocks de pétrole brut. C'est ce qui pourrait déclencher un éventuel signal baissier, donc un franchissement de la ligne de coût pour aller peut-être chercher l'objectif théorique à 37 dollars le baril de WTI. Donc
Visiblement, le signal n'a pas été donné, le signal de cette ETE n'a pas été donné hier, mais ce scénario reste toujours d'actualité et on remarque ici la Kijun en palier qui vient renforcer le nuage H1, donc ça pourrait être forte résistance, mais les stocks de pétrole brut aux États-Unis pourraient permettre de s'en affranchir et pourraient même permettre d'aller chercher les 40-30 pour se hisser au-dessus du nuage. Donc prudence, mieux vaut attendre un mouvement baissier qui pourrait aller très vite. Donc selon moi, il faudrait être rapide car le pétrole pourrait accélérer à la baisse une fois qu'il se sera affranchi de certaines cannes journalières. Donc plus largement du seuil psychologique des 39 dollars. Donc il faudra être extrêmement vigilant sur le pétrole WTI. Et ici, donc, on va faire l'état des lieux du café. Il faut faire très attention au café actuellement depuis qu'elle a clôturé à 110,36 en dessous du nuage. Un repli, donc ça change complètement la configuration technique. Ça change ici notre N haussier. Pourquoi? Et c'est une déception car nous avons clôturé en dessous de notre point C, donc en dessous du seuil psychologique à 112, une chose qui n'était pas arrivée auparavant sur la bougie de la veille qui avait clôturé aux portes du seuil des 113. Donc prudence sur le café, d'un point de vue fondamental, et nous l'avons rappelé hier sur le commodity wrap qui a traité du café, mais également du pétrole, de l'or et j'en passe. Et donc, concernant le café, il est important de noter ici déjà hein, le positionnement qui est toujours très haussier, mais surtout les niveaux de stock. Les niveaux de stock sont extrêmement bas. Il y a une légère stabilisation. Certes, on craint que le Brésil inonde donc le monde de son café Arabica. Avec des entrepôts brésiliens hein, qui sont déjà presque arrivés à saturation, mais il faut savoir que ce café ne remplit pas les conditions de qualité et pourrait ne pas être accepté pour être livré prochainement à la bourse de New York. Donc un repli qui est alimenté sur le café par la hausse du dollar américain. Il y avait également donc ces craintes hein, concernant les conditions météorologiques exceptionnelles au Brésil et donc des récoltes exceptionnelles, mais ce café ne remplit pas les conditions pour être livrable à New York. Donc voilà, on reste mitigé d'un point de vue technique, il y a un signal baissier, on pourrait poursuivre à la baisse pour aller tester une seconde fois cette oblique baissière, hein, une oblique baissière qui a déjà été testée, mais on pourrait repartir pour un second test. Donc prudence pour le moment sur le café, même si les fondamentaux, on l'a vu notamment les stocks extrêmement bas, les stocks mondiaux sur les bourses, des stocks qui sont extrêmement bas, même s'ils se stabilisent actuellement, des capacités de stockage au Brésil arrivaient presque à saturation, mais ce café pourrait ne pas être accepté d'un point de vue contractuel pour une livraison à New York. Donc on reste dans l'observation, même si nous avons à moyen terme un biais haussier, à court terme, d'un point de vue technique, le biais est baissier à l'heure actuelle. On passe à présent sur le marché des changes. On va débuter par le billet vert qui ne cesse de se renforcer. C'est le billet vert qui a mis au tapis les matières premières, que ce soit les métaux précieux, les métaux industriels ou les matières premières agricoles. Mais le billet vert a peut-être atteint un plafond et il pourrait se replier aujourd'hui. Alors ici, le billet vert en données H1. J'ai retiré Ishimoku hein, pour une meilleure visibilité avec un billet vert qui était nettement suracheté hier. Hein. Vous remarquerez que je n'utilise le RSI que pour le dollar américain. C'est un très bon outil, hein, mais je le trouve encore plus pertinent pour le billet vert. Donc un billet vert qui était largement suracheté hier, un billet vert qui a atteint son objectif qui nous est fourni par Osoda, 94 987. Alors selon nous, on peut s'attendre à un repli, peut-être à une période de range. Hein. C'est ce qui s'est passé précédemment. Nous avions atteint l'objectif de Soda et depuis on a cessé à tenter de le retester à nouveau et on s'en est affranchi pour aller marquer un nouveau point aujourd'hui. Donc ce point ayant été atteint, on peut s'attendre à une phase de repli, peut-être en direction dans un premier temps des 94. Cela permettrait donc à bon nombre de matières premières de retrouver des couleurs, notamment le café. Cela nous permettrait donc au café de réintégrer son nuage. Donc, mais il est important de voir que le billet vert a atteint un objectif et donc le billet vert pourrait se replier. Très rapidement, je passe sur le calendrier économique. Pour
constater avec vous les données en provenance d'Europe. La valeur publiée est largement supérieure aux attentes concernant le secteur manufacturier. Qu'en est-il du secteur des services en dessous du seuil de 50 à 47,9? Donc la zone euro confirme la tendance qui est suivie par l'Allemagne et la France. On revient sur le marché d'échange. Donc voilà, concernant le marché d'échange. Et donc l'euro est parvenu à se renforcer suite à cela, suite au PMI, suite au secteur manufacturier de la zone euro qui rassure quelque peu, et donc l'euro-dollar parvient à se rapprocher du seuil des 1,17. Et si le billet vert se replie davantage, on pourrait aller chercher les 1,1720 ici, et donc poursuivre à la hausse et retrouver quelque peu des couleurs pour aller se rapprocher des 1,1770. Cela est conditionné bien entendu à un repli du billet vert, le billet vert qui n'a cessé de se renforcer dernièrement, mais un repli d'un point de vue technique qui est largement possible. Donc voilà pour l'euro-dollar. Qu'en est-il du GBP-Yen? Le GBP-Yen continue de se replier. On note ici une résistance majeure. Donc vous l'aurez remarqué, les nouveautés suite à vos recommandations, et je vous en remercie en commentaire. N'hésitez pas à nous indiquer des actifs que vous souhaiteriez que l'on traite lors des Good Morning Market. Ça a été le cas pour le Nikkei, ça a été le cas pour le GBP-Yen, et j'en suis ravi. Donc voilà pour le GBP-Yen, la résistance à 133 700. Seul un franchissement de celle-ci permettrait donc d'adopter un biais neutre, car le biais est clairement baissier, et le prochain objectif est là, c'est bien le seuil psychologique des 132, et c'est un niveau qui n'a pas été revisité depuis le 30 juin 2020. Des perspectives toujours aussi baissières sur le GBP. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Donc un rebond qui se confirme en Europe grâce au PMI notamment manufacturier en provenance de France, d'Allemagne et de la zone euro. Alors est-ce que cet optimisme va se maintenir, ou est-ce un rebond de court terme avant un repli plus profond? Alors seul l'avenir nous le dira bien entendu, mais ça pourrait ne pas être le cas pour les valeurs technologiques, notamment le Nasdaq avec un biais clairement positif. Je vous rappelle que ce sont les GAFAM qui ont porté Wall Street hier. Alors nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. Encore une fois, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.